Troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'insupportable phénomène du délestage sur le continent. Mes trois intellectuels et ingénieurs africains sont toujours avec moi. Professeur David Asiva Johnson, Vincent Nkondjok évoquait dans la deuxième partie de notre émission un point très important, notamment lié à la question des voix. C'est le troisième titre de notre émission, à la question de mobilisation de ressources financières. Et il dit, et il a sans doute raison, quand on sait que ce que la diaspora envoie en Afrique dépasse de loin l'aide au développement. Oui. Donc peut-être, si nous avons des structures sérieuses, une gouvernance responsable et qui donne confiance, peut-être pouvons-nous aussi mettre à contribution les diasporas africaines quant à ce qui concerne la mobilisation des ressources pour construire des infrastructures. Je voudrais donner un complément d'information par rapport à l'observation qu'il avait faite tout à l'heure. Permettez-moi cette digression. Il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment qu'il y ait une opposition entre ce que nous sommes en train de dire. Ah, non, c'est une analyse complémentaire, etc. Bien sûr. Et je voudrais rebondir sur quelque chose, parce que j'ai étudié ce qui s'est passé au niveau du Japon et de la Corée du Sud dans ce qu'on a appelé le décollage économique et le cas également de la Chine. Alors, je reviens sur le cas de la Corée du Sud que vous avez évoqué. Et je tiens à vous attirer votre attention que le général Park, c'est essentiellement sur la stratégie qui s'est fondée. Essentiellement, pour lui, c'était moteur. Oui. Il a lu les traités de tous les grands stratèges, dont notamment Gamel Nasser, dans la construction de son pays. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, quand il rencontre la Banque mondiale qui s'oppose à la production de l'industrie sidérurgique, pour jeter le pont en deux villes, etc., il dit que le financement, nous allons nous le mobiliser nous-mêmes. N'est-ce pas? À l'époque, c'était les cheveux des Coréennes qui étaient vendus pour obtenir des devises. C'était des Coréens qui allaient en Allemagne pour travailler, faire du cocooning pour obtenir des devises. Et ça s'est financé par des ressources endogènes. Ce sont des ressources endogènes qui ont permis le décollage de la Corée du Sud. Donc, on est en train de parler du problème, en fait, du financement. Exactement. N'est-ce pas? Donc, l'Afrique a les moyens de pouvoir financer son développement indépendamment, justement, même de la contribution de la Corée, de la diaspora. Et Diop l'avait traité. C'est justement l'utilisation également de nos ressources minérales qui doivent jouer un rôle et donner le coup de fouet. Et essentiellement, là, par exemple, on voit le cas de l'uranium. Entre les 0,08 centimes, il paraît qu'effectivement, la Russie l'achète à 146 dollars la tonne. On est passé à une variation de 18 000%, n'est-ce pas, d'acquisition de valeur. Donc, en fait, en réalité, il faut pouvoir définir la feuille de route par rapport à la mission que l'on se donne. C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie de sous-développement sans la maîtrise des sciences et techniques. Il n'y a pas d'industrialisation sans la production énergétique. Quelle production énergétique? Comment le mix? On va envisager ce mix à travers les différentes sources d'énergie qui existent. Et mieux encore, puisqu'on parle de l'énergie thermonucléaire, les connaissances de l'énergie thermonucléaire, elles ne sont pas très difficiles. C'est pas très difficile, c'est directement accessible. Quand j'ai étudié le cas de la France, vous savez, c'était les connaissances, c'était en 1900, c'était Robert Dautré, avec la volonté du général de Gaulle. Oui. Dautré avait fait l'école centrale, l'école des arts et métiers. Il a passé le concours pour entrer à l'école polytechnique par la suite. Mais en fait, j'ai regardé le cours de formation qu'il a eu dans les années 48, 49, 50. C'est à la portée de nos étudiants en L1, L3. N'est-ce pas? Nous avons là les éléments pour pouvoir former les ingénieurs et attaquer directement cela. Donc le problème n'est pas là. Pour moi, c'est que avons-nous la volonté... Ça, c'est une question fondamentale. Avons-nous la volonté d'en finir avec la médiocrité qui est la nôtre? Monsieur Nkondjok Vincent, admettons que nous ayons la volonté, comme le dit le professeur. Nous avons rappelé au début de cette émission, nous avons cité les différentes sources d'énergie
Il y a l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, l'énergie géothermique, etc., etc. Compte tenu du coût élevé de production, de la non-disponibilité de la technologie, etc., laquelle de ces énergies peut être accessible pour nous, c'est-à-dire moins cher pour nous? Qu'est-ce qu'il faut privilégier ici? Non. Normalement, aujourd'hui, on ne peut pas choisir d'énergie. C'est comme on vous dirait aujourd'hui, eh ben, manger la banane pendant tous les jours. D'accord. On n'a pas- Il est important de faire une variation pour qu'il y ait un équilibre. Et on a parlé de planification énergétique. Stratégie planification énergétique, c'est quoi? C'est de regarder ce que vous possédez Oui. comme énergie de base Ouais. et voir comment vous allez l'utiliser. Oui, bah, bien sûr. Certaines vont être chères parce que toute énergie a des avantages Oui, et des et des inconvénients. Et toutes sont complémentaires. Donc, ça veut dire que le solaire aujourd'hui va vous permettre de faire une installation Donc, dans oui. un village Oui. que vous ne pourriez pas faire avec une centrale hydraulique, avec une très grande ligne de transport qui vous revient Voilà. très cher. Et l'industrie qui est à côté de la centrale hydraulique vous permet de réduire le coût du transport et ainsi de suite. Donc, toutes ces énergies sont intéressantes pour nous. Maintenant, en ce qui concerne les mécanismes d'appropriation de ces sources-là, Oui. c'est ce que je disais tantôt, c'est de créer les infrastructures qui vont faire en sorte que tout cela puisse être absorbé Oui, absolument, convenablement. oui. On est Et d'accord. comme le disait le professeur, entre guillemets, les ressources humaines font partie de ces infrastructures. Oui. Le cadre réglementaire, le cadre normatif, le cadre des achats, Sécuritaire. le réseau électrique, tous ces mécanismes-là doivent être là Oui. et préparés à ce que vous puissiez absorber Précisez-nous quelque ce qu'il chose, faut c'est faire. très important, monsieur Nkonja. Il y a un contexte. Oui. Le contexte, c'est que les Occidentaux, après avoir développé leur source d'énergie, pour l'essentiel assez polluante, posent maintenant la question de l'environnement Oui. et donc de l'énergie propre. Oui. Oui. Nous, on était derrière eux. C'est eux qui ont créé tout ce qu'il faut. C'est la réponse que j'allais donner. Vous savez la réponse. Comment on se situe par rapport à ça? Est-ce que nous allons nous lancer aussi dans ce débat ou faut-il sortir ou non du nucléaire ou bien faire la suite de reste? Je vais vous donner une contradiction. Il y a encore 2 ans, 3 ans, il y avait la COP 28, la COP 29, C'est ça. et il s'est avéré que le nucléaire était une énergie propre parce que Oui. elle évite le réchauffement Bien climatique. sûr. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Par contre, Y compris les Verts. tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens un sujet, qui sont hein, des écologistes l'énergie verte. qui supportent le nucléaire par rapport à d'autres sources énergétiques. Après, Par c'est contre, c'est le si vous traitement allez des déchets. si vous allez à la Banque mondiale ou à la BAD en leur disant que je veux construire une centrale nucléaire, ils vont dire nous ne finançons pas. Nous ne finançons pas. Par contre, si vous leur dites, voilà, je vais faire une centrale solaire, C'est vrai. qui peut aussi avoir beaucoup de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, tous les panneaux solaires qui sont produits, Hein? toutes les batteries Ouais. Ah qui oui. ont été produites, ces déchets-là, Ouais. personne n'en parle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une énergie purement propre. Ouais, absolument. Toutes les énergies ont un certain côté Un bilan positif carbone, et un côté négatif d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, quand on nous parle des énergies propres, je vais vous dire une chose, et je prends toujours des exemples les plus simples. Vous ne pouvez pas dire, oh, je veux manger allégé, un yaourt allégé, quand vous n'avez pas de yaourt. Ouais, Le premier yaourt qui va se présenter, ça vous allez le manger, et quand vous en aurez beaucoup, Pas ici, non. alors là, vous allez dire non, Là, je snob les yaourts lourds, Ouais. je vais manger les yaourts ouais, allégés. tout à fait Donc d'accord. aujourd'hui, Bien vu, ça. aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons des délestages. Ouais. Je ne dis pas qu'il faille prendre les sources énergétiques les plus polluantes. Par exemple, et même, nous n'avons pas beaucoup de sources énergétiques polluantes. Nous n'avons pas de charbon chez nous, donc on ne l'utilise pas. Un pays comme le Cameroun et autres, c'est plus de 70% d'énergie propre, puisque c'est l'hydroélectricité. C'est vrai. Et le jour où vous dites que non, je vais quand même construire, je donne un exemple, une centrale à charbon, 70% d'énergie propre, mettons 2% d'énergie peut-être polluante, on va vous dire non, ne construisez pas. Pourtant, combien le pourcentage, il y a l'Allemagne a 30% de production par charbon.
La Chine a plus de 50% de production par charbon. Donc, je ne dis pas qu'il nous faille aller vers ces sources énergétiques-là. Je dis simplement aujourd'hui que nous devons avoir notre vision à nous, notre perception de la situation, notre analyse de la situation et essayer de mettre en œuvre ce qui est bien pour nous. Et ce qui nous permet de nous développer, mais surtout ce qui permet à ce que nos enfants, nos prochaines générations vivent dans des pays qui sont optimums. Donc ne soyons pas là par rapport aux règles qui sont fixées par les autres. Fixons-nous nos règles qui sont les plus appropriées pour nous. C'est ce que je pourrais dire. Il est tombé d'accord. C'est d'abord le problème de la vision. Et dès lors que vous parlez du problème de la vision, vous êtes encore dans la dimension stratégique. Parce que la vision précède. Notre problème, c'est le problème de la vision. Et j'ajouterais la chose suivante. Vous savez, il y a le barrage d'Inga, parce que le barrage d'Inga, le professeur Cheikh Anta Diop en avait déjà parlé. La capacité du barrage d'Inga, si on l'envisageait en termes de fleuve Congo, pour produire de l'électricité, n'est-ce pas? Non seulement qu'il va pouvoir alimenter tout complètement le continent africain, mais l'Amérique du Nord. Mais le problème qui se pose, effectivement, c'est le problème du transport, comme il a soulevé tout à l'heure. Mais maintenant, les technologies ont avancé, on commence à avoir moins de pertes au niveau de transport. Ouais. Bon, alors, si on prend ce cas, le cas du Congo, le fleuve Congo, là, l'Afrique du Sud a pris une partie de l'électricité, une production du Congo, etc. Donc, en fait, on n'a pas une vision continentale de la production, en fait, énergétique. Donc, quand je reviens en disant que les choix sont inexistants, la vision est inexistante, c'est-à-dire qu'on devrait se poser la question, effectivement, de la production énergétique au niveau continental. Oui, au moins sous-régional. Tout au moins. À tout le moins. À tout le moins. Après, il y a les technologies, il y a les problèmes de planification, il y a les problèmes de financement, il y a les problèmes de hiérarchisation, il y a les problèmes effectivement de hiérarchisation. Quelle technologie choisir par rapport à d'autres en entendant qu'on ait en fait des sources de financement etc. Donc vous voyez, en fait, c'est une étude de la filière, une volonté en faisant appel aux ingénieurs, aux connaissances qui sont les nôtres, etc. Pour pouvoir justement aider le pays à pouvoir faire ce décollage. Et ça, je chute. Et il faudrait aussi que nos camarades qui sont sur place essayent de ne pas jouer la médiocrité et qu'ils reconnaissent qu'en fait, il y a de l'excellence qui vient de l'extérieur. Oui. Parce que parfois, nous avons des collègues sur place qui ne font pas le saut qualitatif et qui n'empêchent pas justement de le faire. Si vous commencez par les traiter de médiocres. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, ben, vous dites la médiocrité. Non, je n'ai pas dit ça. Si, mais, alors qu'on attendez, oui, mais que vous me dites ça, mais Trump nous traite de médiocres. Oui, mais alors, moi, je veux défier Trump. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Je veux défier Trump parce que nous avons été les premiers à élaborer les mathématiques, la première civilisation. Donc, on ne peut pas attendre que, justement, les autres nous insultent. Nous devons jouer un rôle fondamental dans le 21e siècle et retrouver la place qui fut la nôtre dès l'origine de l'humanité. Absolument. C'est absolument. C'est totalement clair. Vous êtes un disciple de Cheikh Anta Diop, ça se sent. Olivier Ngor, quand je préparais cet échange, j'ai lu un rapport, le rapport d'un séminaire, d'un atelier, on va dire, sur les minéraux et l'énergie. Et en Afrique, c'était les 23 et 24 août 2023 à Abidjan. Et je découvre, 10 pays participaient à cet atelier. Et je découvre qu'il y a le représentant de la Guinée, par exemple, qui déplorait une situation qui est la suivante. Il dit, nos matières premières, nos minéraux, c'est celui qui l'achète qui nous dit le taux de pureté qu'il y a dans ce qu'il a pris. C'est-à-dire que quand il prend 1 kilo d'or, il revient nous dire après raffinerie, au fond, c'est 45 grammes d'or que j'ai dans le 45 grammes d'or que j'ai trouvé. Et toi, le vendeur, tu acceptes. Ou du moins, il dit, j'ai fait des prélèvements et dans mon laboratoire, après les prélèvements, je me suis aperçu que le taux de pureté est de tel. Et ce Guinéen déplorait le fait que nous n'ayons pas de laboratoire, d'usine capable de raffiner nos propres minéraux et de définir les prix. Comment on fait face à ce problème? Alors,
Moi, j'ai une solution de rupture Ah, allez-y. sur cette question globale, qu'il s'agisse des minerais Ou de ou l'énergie. de l'énergie de façon globale. J'ai une solution de rupture, c'est la suivante. Nous devons nous écarter du modèle néolibéral. Pendant des dizaines d'années, nous avons exporté nos matières premières sans en tirer aucune valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous devons être dans une réflexion de rupture. Parce que ce sont ces mêmes matières premières qui peuvent constituer le point d'ancrage stratégique pour faire face Au lendemain. au lendemain et à la formation des grands groupes Oui. au niveau du monde. Oui, mais quand vous... Je termine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de considérer que nous devons créer un pôle de compétences sur la connaissance de ces matières Absolument. premières, quelles qu'elles soient, les monitorer, Bien sûr. et en fait une valorisation financière qui va être constituée le fonds souverain, tout au moins régional, parlons même de l'Afrique centrale, les 6 pays, Cameroun, Centrafrique, Tchad, etc. C'est une zone extrêmement riche, donc qui va constituer ce fonds souverain, qui va être le point d'appui d'une monnaie souveraine, et qui va donc nous permettre à ce moment-là d'avoir les coudées plus franches, pour avoir plus de financement dans les sources d'énergie, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que ce qui fait que nous sommes restés dans ce que vous avez expliqué, Oui. mais on revient tout le temps au même point. C'est encore une fois probablement l'incompétence. L'incompétence à la fois de nos dirigeants et de ceux qui les entourent. Non, Si ce n'est pas l'incompétence, Ne pas avoir c'est les tout, moyens, au moins... Ne pas avoir les moyens, ce n'est pas de l'incompétence. Non, Non. ce n'est pas Tout au moins- Non, mais ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est une question de vision holistique et de stratégie intégrée qui permet de pouvoir réaliser des choses convenables. Je vous donne un Est-ce que exemple. nos micro-États sont en situation de créer, par exemple, des raffineries Mais nationales? Pourquoi Si, vous parlez de micro-États Mais parce que quand c'est vous le cas. savez Mais que, non, je vous donne un exemple, le Yoruba qui est au Bénin, ce n'est pas le même qui est au Nigeria. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parler des micro-États, et le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a créé, même s'il n'a pas précisé cela, qu'est-ce qui a créé l'Europe? C'est l'union sur l'énergie. Bien sûr. Ouais, Donc voilà. ça veut dire que l'union de l'énergie Robert Schuman, oui. créera Bien sûr. davantage l'Afrique. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Oui. quand moi je parle d'un projet énergétique au Cameroun, C'est par au exemple, sens global. moi je le vois pour le Gabon, je le vois D'accord. pour le Mais Tchad, c'est très je le clair. vois pour la Je République vais centrafricaine dire- et tout très cela. clair. Donc tant que nous ne réfléchirons pas comme cela, on sera toujours des micro-États et donc on ne pourra pas avoir des grands projets. Et de ce point de vue, je donne une Oui. précision, de Oui. ce point de vue, il y a l'économiste Kako Nobuko qui a Le Togolais. largement théorisé ça sur la théorie des communs. Ouais. C'est-à-dire Oui. cette façon de mettre en commun les Oui. moyens de Oui, production, bien sûr. que ce soit en Mutualiser les moyens. agriculture, etc., Ouais. dans les pays africains. Et- Professeur, on vous nomme ministre de l'Énergie la semaine prochaine. Vous commencez par où? Je commence tout de suite par former des ingénieurs, parce que pour moi c'est indispensable. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la qualité, déterminer la qualité effectivement du matériau. Oui. Alors, pour la petite histoire, le professeur Cheikh Anta Diop disait la chose suivante. Tant que vous n'avez pas la maîtrise totale de vos matériaux, eh ben, laissez-les sous terre. C'est clair. Laissez-les sous terre. Merci. Et c'est un ouvrage qui a été écrit en 1960, fondement Des fondements économiques et culturels d'un voilà. État fédéral Et ça a été traité. d'Afrique noire. Ça a été traité, Merci, ces problèmes-là. professeur. Merci. Non, alors, non, l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique doit se prendre en charge. Le message est très clair. Et nous avons des ressources. Ah, totalement. Merci. Totalement. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Nous espérons que cet échange aura apporté quelque chose à la réflexion globale sur Très bonne discussion. le déficit énergétique. J'espère qu'ils vont bien prendre ça. Hein. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à l'insupportable phénomène de délestage sur le continent, mais des pistes, des solutions ont été esquissées dans cette émission. Espérons que les décideurs en fassent usage et que nos populations sortent
de cette difficulté que représentent les délestages sur le continent. En tout cas, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. NCA, c'est désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.